Bonjour à tous, c'est Encapostique. Aujourd'hui, on va analyser un sujet qui a émergé dans l'actualité et on va se poser 2-3 questions autour de ce sujet. Donc c'est parti. Récemment, sur les réseaux sociaux et sur plusieurs médias, on a pu voir certains articles évoquer une coupe budgétaire très importante dans le milieu de la culture. Et selon l'association des professionnels de l'administration du spectacle, cette coupe budgétaire entraînerait 54% de représentation en moins dans les théâtres sur la saison 2024-2025. Cette coupe budgétaire, elle représente 200 millions pour le ministère de la Culture, soit 96 pour la création. Donc qu'est-ce que ça va impacter, ça, concernant le milieu de la danse, dans le milieu de la création, des spectacles et de la diffusion dans les théâtres? J'ai pu poser quelques questions autour de moi à des professionnels qui m'ont répondu que on ne savait pas exactement pour l'instant où est-ce que cette coupure allait opérer. Est-ce que ça va diminuer le budget pour les petites compagnies? Est-ce que ça va impacter que les grands théâtres? On ne sait pas. On va voir ça dans les prochains temps. On a toujours entendu que dans le milieu de la danse, il n'y avait pas non plus de l'argent à foison. C'est pas comme dans le milieu de la musique, ni comme dans le milieu de la littérature ou des jeux vidéo. Parce qu'on ne commercialise pas un produit. On achète des jeux vidéo, on achète des albums, maintenant on écoute sur les plateformes de streaming, et ça génère de l'argent passivement sans qu'il y ait besoin d'avoir un groupe de musique qui joue en live devant toi. Sauf que nous, dans la danse, on n'a pas cette opportunité-là. On va voir des spectacles. Nous sommes un public qui nous déplaçons dans les théâtres. On ne regarde pas forcément de la danse sur les réseaux, sur internet, sur les plateformes de streaming. Et je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas moyen d'avoir un espèce de système économique comme ça qui viendrait produire de l'argent passivement sans qu'il y ait besoin d'avoir un danseur en face de toi pour qu'il y ait spectacle, pour qu'il y ait représentation. Donc est-ce que ça peut passer par les plateformes de streaming? On l'a vu dans le milieu de l'humour, il y a beaucoup d'humoristes qui présentent leurs spectacles sur les plateformes de streaming et même sur YouTube, mais ça génère de l'argent aussi sur YouTube. Et ces spectacles, ils rencontrent un franc succès. Et c'est pas parce que tu regardes ce spectacle une fois sur les plateformes de streaming que tu ne vas plus aller voir l'humoriste par la suite. Parce que tu connais déjà les blagues, tu sais déjà ce qu'il va faire à peu près. C'est pas sûr, et ça c'est pas dit. Et on a des contre-exemples justement de personnes qui voient le spectacle d'un humoriste sur les plateformes et qui ensuite vont au spectacle, au théâtre, revoir ce spectacle. Parce que tu te rappelles pas de toutes les blagues. Et je me demande si c'est possible de faire ça aussi avec la danse. Bien évidemment, c'est pas pareil que l'humour. T'as pas de gens qui viennent te parler, qui viennent te faire des blagues. Et peut-être que le rire est plus accessible qu'un spectacle de danse. J'en sais rien, je pose ça là. Mais c'est peut-être pour ça que ça marche autant sur les plateformes de streaming. Et si on proposait des spectacles, des captations de spectacles, parce qu'il y en a plein de compagnies qui gardent ces captations de leurs spectacles et qui ne les diffusent pas. Ou en tout cas, peut-être qu'ils les gardent pour les professionnels, pour les diffuseurs qui veulent avoir un œil sur la qualité du spectacle avant de l'acheter pour leur théâtre. Et moi, je trouve ça dommage de garder toutes ces captations, surtout qu'il y en a qui sont très bien faites avec un beau montage. C'est rare, mais il y en a. Est-ce que ces captations, on pourrait pas les proposer quelque part, avec un système de paiement sur les plateformes de streaming, où il y a des droits qui reviennent après aux artistes, aux chorégraphes et aux interprètes? Est-ce qu'on pourrait pas les proposer aussi sur YouTube? Ça serait peut-être intéressant, parce qu'on pourrait générer des revenus avec les publicités. Je me demande s'il y a un système économique qui peut pallier à cette coupure. Parce qu'on va devoir faire avec moins. Mais encore une fois, on ne sait pas où est-ce que ça va impacter cette coupure budgétaire. Cela étant dit, il y a plusieurs questions aussi qui me traversent l'esprit et qui sont reliées avec ce sujet. Qui dit moins d'argent peut-être 10 moins d'argent pour les compagnies. C'est-à-dire que tu vas pouvoir prendre moins de danseurs dans tes spectacles. Donc peut-être privilégier des formes un peu plus resserrées. Maximum 4 danseurs, 5. Parce qu'au-delà, ça commence à coûter. Les billets de train, le logement, la production, tout ce qu'il y a derrière, c'est un coût. Et plus tu prends de danseurs, plus c'est compliqué. Donc peut-être que s'il y a moins d'argent, on va voir de plus en plus de petites formes être créées et être diffusées. Donc peut-être, s'il y a moins d'argent, est-ce que c'est fini les ballets avec 20 personnes? Ou est-ce qu'il y aura encore de l'argent pour ces compagnies-là? Je sais pas. Mais moi, ça, c'est un sujet qui me fascine. Comment une coupure budgétaire peut impacter la création? Et on l'a déjà vu. Il y a certains centres chorégraphiques qui présentaient des soirées gratuites, qui faisaient venir pas mal de personnes, mais ces centres chorégraphiques-là ont dû annuler cette soirée pour privilégier une semaine de résidence pour une compagnie, parce que c'était à peu près le même budget. Donc voilà, on se pose des questions.
Si on organise moins d'événements parce qu'il y a moins de budget, ça réunit moins de public, même si c'est des événements gratuits, etc. Mais du coup, au moins on assure la création d'un nouveau spectacle qu'on va pouvoir diffuser, avec lequel on va pouvoir gagner plus d'argent au long terme qu'une soirée gratuite où tu vas gagner de l'argent que au bar. C'est moins intéressant. Donc voilà, il y a des choses qu'on va voir en moins, des choses en plus peut-être, des plus petites formes. Et je vais reprendre cet exemple de Fantasy Minor, le spectacle dans lequel je suis qui tourne depuis un moment. Depuis le temps qu'on tourne ce spectacle, j'ai pu poser plein de questions concernant la production, la diffusion de ce spectacle. Je connaissais pas cet univers des petites formes. Je connaissais que les spectacles qui passaient en théâtre et j'avais pas vraiment prêté attention à ces petites formes de 30 minutes avec 2-3 danseurs ou un soliste. Et forcément, si ces formes, elles peuvent tourner autant que nous par exemple, on en est à notre 70e date, c'est énorme. Si ces formes peuvent autant tourner, c'est parce qu'elles ne coûtent pas cher à acheter. Il n'y a pas beaucoup de danseurs, on tourne avec un technicien et non plusieurs, on tourne peut-être avec une assistante chorégraphique, et c'est tout. On n'a pas besoin de toute une équipe de régisseurs, de 20 danseurs, d'avoir le chorégraphe tout le temps, l'assistante, le costumier, le musicien, etc. Donc forcément, ça coûte moins cher. Donc, c'est plus avantageux pour les théâtres. Donc, s'il y a moins d'argent, est-ce que ça veut dire plus de choses comme ça? Un autre point qui me paraît évident, encore et encore, je le répète, mais c'est la médiatisation de la danse. Personne n'en parle. Et il y a un moment, genre, je vais même plus être frustré par rapport à ça, mais ça m'impressionne juste en fait. Qu'un art aussi vieux, aussi populaire que la danse, il n'y a pas beaucoup de médias qui en parlent. En tout cas, de médias grand public. Ni Click. En tout cas, ils invitent des TikTokers. C'est bien parce qu'au moins on parle un peu de danse. Mais il y a tellement plein d'autres choses. Plein de médias. Ils en parlent un peu. Mais par rapport à la musique, aux jeux vidéo, vous voyez bien que c'est ridicule. Mais ça me rend dingue. Et ça m'impressionne, ça me fascine. Comment personne ne parle de danse. Parce que je sais que c'est pas dans notre culture, etc. Et ça, c'est faux. La danse, c'est dans notre culture française. Ça l'a toujours été. C'est juste qu'aujourd'hui, on est un peu complexé avec vos corps. Voilà. Et que peut-être que les gens ont du mal à se lâcher, mais c'est un autre sujet. Cette coupe budgétaire, peut-être qu'on pourrait pallier ça avec plus de médiatisation. Si les gens étaient un peu plus au courant de la danse, de ce qui se passait dans les théâtres. Si on proposait un peu plus de captation. Si on proposait plus de choses aux gens, si on leur en parlait plus. Et les acteurs du monde de la danse, ils se la donnent, mais comme jamais. Les CDCN et les CCN, toutes les missions qu'ils font auprès du jeune public, du public tout court, tout public, c'est dingue tout ce qu'ils font comme mission de diffusion, de médiatisation et de médiation culturelle, pour employer les bons termes. C'est tout le temps. Et toutes les créations, par exemple avec Fantasy Minor, on va venir défendre le spectacle et proposer des ateliers à des jeunes lycéens pour leur faire découvrir le monde de la danse et pour les inviter après au spectacle et leur donner envie, plus tard, quand ils seront plus âgés, d'aller encore voir des spectacles. Et c'est comme ça. Sauf que personne n'en parle. Personne. C'est fou. Comparé à la musique, t'as des interviews de rappeurs tout le temps. Et de gens qui viennent de commencer la musique. Personne n'invite les chorégraphes en interview. Donc forcément que ça attire moins de gens. Et donc bah forcément on se dit bon bah ça intéresse moins les gens la danse. Bon bah peut-être qu'on va réduire le budget pour le mettre ailleurs. Enfin j'en sais rien, c'est des questions que je me pose. Et ça part toujours d'une espèce de petite revendication, d'un combat comme ça que je mène pour parler de danse, d'inviter les gens à aller voir de la danse. Et le jour où des gens qui s'intéressent autant à la musique, mais qui n'en font pas forcément, ou aux jeux vidéo, ou au foot, s'intéresseront comme ça, avec une telle effervescence à la danse, bah là on aura tout gagné. On aura plus de gens dans les spectacles. Peut-être qu'on aura des captations sur les plateformes de streaming. Mais c'est pas évident. Et on n'y est pas encore. Donc qui dit moins d'argent, dit moins de grands spectacles, peut-être, avec moins de danseurs. Donc privilégier peut-être les petites formes. Et peut-être qu'on va voir émerger plus de seuls en scène, comme dans le stand-up. Des plus grands solos comme ça de danse, parce que ça coûte pas cher. Qu'est-ce que ça va entraîner? Laissez-moi des commentaires, parlez-moi-en, on peut en débattre, il n'y a pas de souci. Et il y a aussi ces questions-là concernant l'émergence et les chorégraphes déjà établis. Qu'est-ce que les théâtres vont privilégier? Soutenir l'émergence des compagnies qui ne sont pas connues, avec des têtes
pas du tout connus, qui ne vont pas vendre de billets, ou en tout cas très peu, où il va falloir faire un gros travail de sensibilisation auprès du public, de médiatisation, donc beaucoup d'argent. Ou alors, on privilégie des gens qui attirent déjà du monde dans les spectacles. On va les mettre en collaboration avec des musiciens très connus, comme Rhône, qui a collaboré avec la Horde et qui a participé, je pense, à attirer beaucoup de monde dans les spectacles de la Horde, à les faire connaître énormément auprès d'un plus grand public, même si c'est pas, et ça ne sera pas pour l'instant très grand public, parce que c'est de la danse. Ou alors comme Angelin Prejlocage, qui a collaboré avec Thomas Bangalter, ou comme l'a fait plus récemment Damien Jallet avec Thomas Bangalter. Je vous le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, Thomas Bangalter, c'est Daft Punk. C'est la moitié du duo. Et donc forcément, et c'est génial à voir, forcément, si on amène ces grosses têtes, ça va ramener plus de monde dans les théâtres. Parce que les gens, ils veulent écouter la nouvelle musique de Thomas Bangalter ou de Rhône. Parce qu'ils ont déjà un public, parce qu'il y a plus de médiatisation, ils ont une plus grande fanbase qui les suivent. Et donc ça peut attirer un peu plus de monde. Et on a vu une petite tendance comme ça où tu collaborais avec des musiciens un peu connus. Moi je suis pas contre, et c'est même génial parce qu'on a de la belle musique. Et il y en a beaucoup qui jouent un peu sur ce terrain-là pour ramener du monde. Ou en tout cas, faire parler d'eux dans les médias. Et vous avez sûrement dû voir passer Thomas Bangalter ressort de la musique, mythologie, qu'est-ce que c'est? Il fait la musique classique, on comprend pas pourquoi. Pourquoi il fait la musique classique à un orchestre? Ah, c'est parce qu'il y a Angelin Prejlocage, qui c'est un chorégraphe. Bon. Mais au moins, on parle de danse. Ces gens qui se permettent de collaborer avec des musiciens comme ça, ils ont pas mal de budget. J'en sais rien et je m'avancerai pas sur ces propos, mais je pense que ramener Rhône ou Thomas Bangalter, c'est un coût pour la prod derrière, évidemment. Donc s'il y a moins d'argent, où est-ce qu'on le met? Dans l'émergence? On soutient la nouvelle création pour qu'il y ait des nouvelles têtes? Ou est-ce qu'on le met dans des chorégraphes déjà établis qui peuvent du coup ramener du monde, acheter la musique de plus grands compositeurs ou quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas le mettre partout, faut partager. Merci à tous, c'était Encapostique pour cette nouvelle réflexion concernant l'actualité du monde du spectacle vivant. Allez voir de la danse, parlez-en autour de vous, ramenez des gens dans les salles, qu'on passe un bon moment et qu'on danse tous ensemble. Merci à tous, c'était Encapostique.